On m'a exécuté lors d'un dîner de famille. C'est l'histoire de comment ma famille m'a sacrifié pour préserver l'illusion de sa perfection. Comment j'ai été accusé d'un crime monstrueux par ma propre sœur adoptive de 16 ans. Et comment mon père, le juge moral de notre univers, m'a brisé la mâchoire avant de me jeter à la rue. C'est l'histoire de 10 ans de silence, de froid et de graisse mécanique. C'est l'histoire de mon exil, de ma reconstruction solitaire, brique par brique, dans l'indifférence totale. Et c'est l'histoire de leur retour, une décennie trop tard, rampant pour un pardon que je n'avais plus à donner. Ils voulaient l'absolution. Je leur ai donné le silence. Ils m'ont effacé de leur vie. J'ai effacé leur existence de la mienne. C'était un samedi soir. L'air de la maison était lourd de l'odeur du rôti de bœuf et du son des rires forcés de la famille élargie. C'était notre rituel. L'unité méticuleusement mise en scène. J'avais 17 ans. J'étais Jackson, le bon fils. Le fils loyal, fiable. Celui qui mettait la table sans qu'on le lui demande. Celui qui réussissait à l'école. Celui qui n'avait jamais causé de problème. Je me souviens du poids des assiettes en porcelaine dans mes mains, de la lumière chaude de la salle à manger qui se reflétait sur les verres. C'était une normalité si épaisse, si fabriquée, qu'elle était à quelques secondes de se briser. Je pouvais presque sentir l'électricité statique de la tension sous les plaisanteries. Et puis, il y avait Anne, ma sœur adoptive. 16 ans, la précieuse. Je l'avais accueillie. Je lui avais appris à faire du vélo. Je l'avais aidée avec ses devoirs de mathématiques. Je l'avais défendue contre les brutes à l'école. J'étais son confident, son protecteur. C'est cette sécurité même, cette confiance absolue que j'avais bâtie avec elle, qu'elle a décidé d'utiliser comme une arme. Elle était l'image de l'innocence fragile, assise là, ses mains tremblant, un tremblement que je prenais pour de la peur, mais qui était, je le sais maintenant, le frisson de la puissance. Elle avait choisi sa cible avec une précision chirurgicale, sachant que ma nature même me rendait indéfendable. Le silence est tombé en premier. Les fourchettes se sont arrêtées à mi-chemin des bouches. Anne a commencé à pleurer, un son aigu et performatif. Ma mère s'est immédiatement tournée vers elle, l'air inquiet. Anne a levé une main tremblante, son doigt pointé directement sur moi, de l'autre côté de la table. Je suis enceinte. Le souffle de tout le monde s'est coupé. Mon père s'est levé à moitié. Puis elle a porté le coup de grâce, sa voix se brisant juste ce qu'il fallait. C'est Jackson. C'est Jackson qui m'a fait ça. L'air a été aspiré de la pièce. Mes propres poumons se sont vidés. J'ai regardé ses yeux, cherchant une trace de blague, de confusion. Je n'ai vu que du calcul froid. Je n'ai pas eu le temps de former un mot. Pas un quoi, pas un c'est faux. Le son de la chaise de mon père raclant le sol a été comme un coup de feu. Il n'a pas posé de questions. Il n'a pas cherché la vérité. Il était le juge, et la sentence était déjà tombée. J'ai vu le flou de son poing, une fraction de seconde avant l'impact. Le craquement de mon os maxillaire a résonné dans mes propres oreilles, une douleur blanche et aveuglante. Je me suis effondrée sur le sol. Le goût métallique et salé du sang a rempli ma bouche. La première chose que j'ai vue a été le carrelage froid de la salle à manger, à quelques centimètres de mon visage. Personne n'a bougé pour m'aider. J'ai levé les yeux, crachant du sang. Mon père se tenait au-dessus de moi, sa poitrine haletante de rage vertueuse. Mais le pire, c'était ma mère. Elle n'a pas regardé dans ma direction. Elle s'est précipitée sur Anne, la serrant dans ses bras, la berçant, pleurant avec elle, validant le mensonge par son réconfort. Mon frère aîné, Jake, s'est approché et a craché à mes pieds. « Monstre !» a-t-il murmuré. Le mépris sur leur visage était total. En l'espace de 30 secondes, j'étais passé de fils à paria. L'exécution avait été publique et unanime. La police est arrivée. Pas parce que j'avais été agressé, mais parce que j'étais l'agresseur présumé. Les questions étaient froides, mécaniques, chargées de culpabilité. Où l'as-tu touché? Depuis quand ça dure? Mes dénégations étaient faibles, noyées par le sang dans ma bouche et le choc. Ils m'ont laissé partir faute de preuves immédiates, mais le jugement était rendu. J'ai appelé ma petite amie depuis une cabine téléphonique. Je pouvais à peine parler. Je lui ai raconté. Il y a eu un long silence. Un silence si lourd qu'il en était assourdissant. Puis le déclic. Le son de la ligne coupée. C'était le deuxième coup de poing. Je suis rentré à la maison, ou plutôt, ce qui avait été ma maison. Ma clé ne tournait pas dans la serrure. Ils avaient changé les verrous. J'ai sonné. J'ai frappé. Rien. Puis j'ai regardé sur la pelouse, près du trottoir. Mes affaires. 2 sacs poubelles noirs. Pas même une valise. Mes vêtements, mes livres, mes photos, tout jeté là sur l'herbe humide des arroseurs automatiques. L'odeur de la moisissure et de l'herbe coupée se mêlait à la puanteur de la trahison. C'était un message clair. Je n'étais plus des leurs. J'étais un déchet.
Mon père est apparu à la fenêtre de l'étage. Il n'a pas ouvert. Il a juste regardé, son visage une pierre tombale. J'ai crié « Papa !» Il a secoué la tête, lentement. Sa voix est venue à travers la vitre, étouffée, mais claire dans la nuit silencieuse. « Tu n'es plus mon fils. Ne reviens jamais. » Il a tiré le rideau. Le clic du verrou intérieur qu'il a engagé a été le dernier son que j'ai entendu de cette maison. Je suis resté là pendant 1 heure. Puis le froid a commencé à s'installer. Je suis monté dans ma vieille voiture. J'ai tourné la clé. Je n'avais nulle part où aller. Alors j'ai juste conduit, jusqu'à ce que le sifflement du moteur soit remplacé par le silence de la panne sèche. 3 jours plus tard, j'étais dans une autre ville, dans un comté différent. L'essence partie, l'argent parti. La faim était devenue une douleur sourde et constante dans mon ventre. Le froid de la nuit s'infiltrait à travers les vitres de ma voiture, un froid humide qui me glaçait les os. Mes doigts étaient si engourdis que je pouvais à peine tourner la clé dans le contact. Un geste inutile de toute façon. Je pouvais sentir l'odeur de ma propre peur, une odeur aigre de sueur et de désespoir qui avait imprégné le tissu usé des sièges. Chaque fois que je fermais les yeux, je ne voyais pas l'obscurité. Je voyais le poing de mon père. Je voyais ma mère me tourner le dos. Je voyais le crachat de mon frère. Le fond du trou n'est pas une chute. C'est la réalisation que personne ne va vous lancer une corde. J'ai passé 2 jours de plus à avoir faim. La honte m'empêchait de mendier. Mon visage était enflé et meurtri à cause du coup, un rappel constant de ma nouvelle identité de monstre. Finalement, poussé par un estomac qui se dévorait lui-même, je suis entré dans un petit restaurant ouvert 24h/24, le Andy's Corner. Ça sentait le vieux café et la graisse à frites. J'ai demandé s'ils avaient du travail, n'importe quoi. Un homme bourru, massif, avec un tablier taché, m'a regardé de haut en bas. C'était Andy. Il a vu ma mâchoire, il a vu mes vêtements sales, il a vu la faim dans mes yeux. « Tu sais faire la plonge !» a-t-il grogné. J'ai hoché la tête. « Alors prends une éponge. Tu seras payé en nourriture pour le reste de la journée. Si tu reviens demain, on parlera d'argent. » Andy n'était pas un sauveur. Il était un pragmatique. Il ne m'a pas offert de pitié, ce dont j'étais reconnaissant. La pitié aurait été insupportable. Il m'a offert une transaction, mon travail contre de la nourriture. La première nuit, mes mains ont été plongées dans l'eau chaude et savonneuse, frottant des assiettes couvertes de restes. La vapeur était chaude sur mon visage froid. À la fin de mon service, il m'a donné une assiette d'œufs brouillés et de bacon. Je me suis assis dans la cuisine, seul, le son des casseroles s'entrechoquant en arrière-plan. Le goût de la nourriture était presque douloureux. C'était le goût de la survie. Andy m'a regardé un instant. Il y a une chambre à l'étage. Minuscule. Le loyer, c'est 1 heure de travail en plus par jour. Prends-la ou laisse-la. Je l'ai prise. Cette chambre est devenue ma cellule et mon sanctuaire. Elle était à peine assez grande pour un matelas et mes 2 sacs poubelles. L'odeur de la friture du restaurant en dessous imprégnait tout, des draps à mes cheveux. Mais elle était chaude. Et elle avait une porte qui se verrouillait. Le son de ce verrou s'enclenchant la première nuit a été le premier sentiment de sécurité que j'avais eu depuis le dîner. J'étais seul, mais je n'étais pas exposé. Je me suis allongé sur ce matelas fin, le corps endolori par le travail et le dos raidi par les nuits dans la voiture, et j'ai écouté les sons étouffés du restaurant en dessous. Je n'ai pas pleuré. Les larmes semblaient en être un luxe que je ne pouvais pas me permettre. Andy est devenu mon mentor improbable. C'était un homme de peu de mots, un ancien militaire qui croyait en 2 choses, le travail et la responsabilité personnelle. Il ne m'a jamais posé de questions sur mon passé, sur ma famille, sur ma mâchoire meurtrie. Je pense qu'il s'en fichait. Il voyait que j'arrivais le premier et que je partais le dernier. Quelques semaines après mon arrivée, des rumeurs ont commencé à circuler. Un client de ma ville natale m'a reconnu. Le mot « monstre » a refait surface. J'ai senti les regards changer. Andy m'a appelé dans son bureau. « J'ai entendu des conneries », a-t-il dit en comptant les reçus. « Je m'en fous de ce qu'ils disent. Tu travailles dur. C'est ce qui compte. Maintenant, retourne nettoyer ce grill. » Cette phrase simple, « Je m'en fous de ce qu'ils disent », a été la bouée de sauvetage psychologique dont j'avais besoin. C'était la première fois que quelqu'un me jugeait sur mes actions présentes et non sur le récit empoisonné de mon passé. Ce n'était pas de l'amour familial inconditionnel. C'était quelque chose de plus réel, de plus tangible. C'était le respect transactionnel. J'ai arrêté de m'attendre à ce que le monde soit juste. J'ai arrêté d'espérer que la vérité éclate. J'ai compris que la vérité était sans importance. Seul le travail comptait. J'ai travaillé jusqu'à ce que mes mains soient gercées et saignent, jusqu'à ce que mon dos soit un nœud de douleur constant, jusqu'à ce que l'épuisement soit si profond qu'il chasse les souvenirs de ma tête avant que je puisse m'endormir.
Les mois se sont transformés en 1 an, puis 2. J'ai économisé chaque centime. J'ai appris la comptabilité du restaurant. J'ai appris à gérer les stocks. J'ai appris à cuisiner. Le restaurant était un univers clos de chaleur, de bruit et de travail acharné. Le sifflement de la plaque de cuisson, l'odeur du café fort le matin, le poids du sac de pommes de terre de 50 livres sur mon épaule, c'est devenu ma réalité. J'ai cessé d'être Jackson Smith, le bon fils exilé. Je devenais simplement Jackson, le type qui travaillait chez Andy. Mon identité se reconstruisait, non pas sur l'amour ou l'appartenance, mais sur la compétence et la fiabilité. Un soir, le vieux système de ventilation du restaurant est tombé en panne. C'était une nuit d'été étouffante. La cuisine est devenue un sauna insupportable. Le technicien qui est venu était calme, efficace, et en 30 minutes, il avait démonté, réparé et remonté l'unité. Il m'a regardé, couvert de sueur et de graisse. « Tu as l'air d'aimer comprendre comment les choses fonctionnent », a-t-il dit. Il m'a parlé de son métier, CVC, chauffage, ventilation et climatisation. C'est un travail difficile, mais c'est honnête, et personne ne peut te l'enlever. Cette nuit-là, j'ai senti quelque chose changer. Je ne voulais pas passer ma vie à retourner des hamburgers. Je voulais construire quelque chose. J'ai commencé à étudier. J'ai utilisé mes maigres économies pour m'inscrire à des cours du soir dans une école technique. Andy a grogné quand je lui ai demandé d'aménager mes horaires, mais il l'a fait. Mes journées étaient un brouillard de travail et d'études. Je me réveillais à 4 heures du matin pour ouvrir le restaurant. Je travaillais jusqu'à 16 heures. Je prenais le bus pour l'école. J'étudiais la thermodynamique, les circuits électriques, la réfrigération. Je m'asseyais au fond de la classe, l'odeur de graisse à frites s'accrochant toujours à moi, entouré de jeunes de mon âge qui semblaient vivre dans un monde différent. Mes mains ont changé. Elles n'étaient plus seulement gercées par l'eau de vaisselle. Elles sont devenues calleuses à cause des outils. J'ai appris la sensation du cuivre froid, le poids d'une clé à molette, l'odeur métallique de l'huile de machine. J'ai commencé à prendre de petits boulots en apprentissage le week-end, gratuitement, juste pour apprendre. J'étais obsédé. Chaque circuit que je comprenais, chaque unité que je réparais, était une petite pièce de moi-même que je reconstruisais. Ce n'était pas une passion, c'était une nécessité. Le travail était tangible. Il répondait à la logique, contrairement aux familles, contrairement à l'amour. Après 3 ans de ce régime, j'ai obtenu ma certification. J'avais 21 ans. Andy m'a donné une tape dans le dos, ce qui, de sa part, équivalait à une parade. « Tu vas me quitter, hein ?» a-t-il dit. Je lui ai répondu que je voulais monter ma propre affaire. Il a hoché la tête. « Bien, ne sois pas idiot, et n'oublie pas de payer tes impôts. » Il m'a donné ma dernière paie, avec un bonus, $1000. « Pour ta première camionnette, » a-t-il dit, sans me regarder. Je n'ai pas su quoi dire. J'ai juste hoché la tête. Cet homme, un étranger, m'avait donné une chambre, un travail et une leçon de vie. Il avait été plus un père pour moi que l'homme dont je partageais le sang. Les premières années de Winter HVAC, je n'utilisais pas encore ce nom, étaient brutales. J'étais seul. Je vivais toujours dans la petite chambre au-dessus du restaurant, qui sentait maintenant la graisse et le métal. Je travaillais depuis le coffre de ma voiture rouillée. Je prenais tous les contrats, les réparations de nuit, les week-ends, les jours fériés. La solitude était mon compagnon constant, un poids froid dans ma poitrine. Mais c'était une solitude choisie, une solitude productive. C'était mieux que le silence empoisonné de ma famille. Je me souviens d'un travail particulier, pendant un hiver glacial, une tempête de neige. J'étais sur un toit commercial à 2 heures du matin, le vent hurlant, mes doigts si engourdis par le froid que je pouvais à peine tenir mes outils. La neige fondue s'infiltrait dans mes gants. J'étais fatigué, j'avais faim, j'étais seul. Et pour la première fois depuis des années, j'ai failli pleurer. Pas de tristesse, mais de rage. Une rage froide et concentrée. Une rage contre eux. Une rage contre le fait que j'étais là, gelé, à cause d'un mensonge. Cette rage est devenue mon carburant. Je ne les laisserai pas gagner. L'échec n'était pas une option. La rage s'est transformée en détermination. J'ai commencé à me concentrer sur les contrats commerciaux. Plus grands, plus complexes, plus rentables. J'ai développé une réputation. Jackson est fiable. Il répond au milieu de la nuit. Il ne surfacture pas. Mon nom, mon nouveau nom, commençait à signifier quelque chose. Il signifiait compétence. Il signifiait intégrité. Des mots qui avaient été vidés de leur sens par ma famille. J'ai embauché mon premier employé, puis un deuxième. J'ai loué un petit garage. La camionnette rouillée est devenue 3 camionnettes neuves. Les années ont passé dans un flou de travail. 6 ans, 7 ans, 8 ans. J'ai déménagé de la chambre au-dessus du restaurant pour un petit appartement, puis pour une petite maison.
J'avais maintenant une entreprise prospère. J'avais des employés qui dépendaient de moi. J'avais le respect de mes clients. Mais je n'avais personne. Je n'avais pas d'amis proches. Je n'avais pas de petit ami. Je ne faisais confiance à personne. Comment le pourrais-je? Si votre propre sang peut vous trahir de manière si absolue, que fera un étranger? Le mur que j'avais construit autour de moi était aussi solide que les fondations des bâtiments sur lesquels je travaillais. Un soir, par curiosité morbide, un réflexe que je n'arrivais pas à m'expliquer, j'ai tapé le nom de ma mère sur les réseaux sociaux. Son profil était public. La douleur a été immédiate, un coup de poing physique dans l'estomac. C'était une photo de famille heureuse, mon père, ma mère, mon frère Jake, sa femme et Anne. Ils se tenaient tous autour d'une petite fille qui soufflait les bougies de son 10e anniversaire. « Joyeux 10 ans à notre précieuse petite fille nièce », disait la légende. J'ai fait le calcul. 10 ans. La fille était née moins d'1 an après mon expulsion. Ce n'était pas ma fille. C'était la fille d'Anne, née de sa relation avec un garçon que ma famille avait jugé inconvenant à l'époque. Il l'avait caché. Il m'avait utilisé. J'étais le bouc émissaire parfait. Le bon fils, dont la chute serait d'autant plus choquante et crédible. Ils avaient sacrifié ma vie, mon nom, mon avenir, pour couvrir la honte d'Anne et maintenir leur image de perfection. J'étais une note de bas de page effacée de leur histoire. Sur la photo, ils souriaient tous. Ils avaient l'air si heureux, si normaux, comme si je n'avais jamais existé. J'ai vomi. J'ai vidé mes entrailles dans les toilettes, mon corps tremblant de manière incontrôlable. Ce n'était pas de la tristesse. C'était le dernier reste d'espoir qui était expulsé de mon système. L'espoir naïf qu'ils avaient commis une erreur. L'espoir qu'ils avaient été dupés. Mais ce n'était pas une erreur. C'était un choix calculé. Ils m'avaient regardé dans les yeux, mon père m'avait frappé, ma mère m'avait tourné le dos, sachant que c'était un mensonge. Ou, pire encore, choisissant de croire le mensonge parce que la vérité était trop gênante. Le lendemain matin, j'ai pris rendez-vous avec un avocat. J'avais 27 ans. J'avais une entreprise, une maison, une vie. Mais je portais toujours leur nom, le nom Smith. Un nom qui, pour moi, était synonyme de trahison, de violence et de mensonge. C'était comme porter un vêtement sale que je ne pouvais pas enlever. C'était la dernière chaîne qui me reliait à eux, à cette salle à manger, à ce sol froid, à ce goût de sang. La procédure a été rapide et impersonnelle. Le juge m'a demandé pourquoi je voulais changer de nom. Je n'ai pas raconté l'histoire. Je n'ai pas parlé de la trahison. J'ai simplement dit « pour des raisons personnelles et professionnelles ». Il a hoché la tête, a signé le papier. Je suis sorti du tribunal en tant que Jackson Winter. Winter, hiver, pour le froid que j'avais enduré, pour le froid que je ressentais maintenant à leur égard, pour la saison où tout meurt avant de pouvoir renaître ou de ne jamais renaître. Cet acte symbolique a été ma véritable libération. Ce n'était pas une vengeance. Ce n'était pas pour eux. C'était pour moi. Je suis rentré chez moi et j'ai pris le seul souvenir que j'avais gardé. Une vieille photo de moi, enfant, sur les épaules de mon père. J'ai regardé le visage souriant de l'homme qui m'avait brisé la mâchoire. J'ai regardé le visage souriant du garçon qui n'existait plus. Je n'ai ressenti ni colère ni tristesse. Je n'ai rien ressenti. C'était un vide total, une indifférence paisible. J'ai brûlé la photo dans l'évier de ma cuisine. J'ai regardé les bords s'enrouler et noircir. J'ai regardé leur visage se transformer en cendres. L'odeur du papier brûlé était âcre mais purifiante. J'ai ouvert le robinet et j'ai regardé les cendres s'écouler dans le siphon, disparaissant dans l'obscurité. C'était fini. Jackson Smith était mort cette nuit-là. Jackson Winter était celui qui avait survécu. Les 2 années suivantes ont été consacrées à la consolidation. J'ai acheté le bâtiment qui abritait mon entreprise. J'ai commencé à investir. J'ai construit un mur de sécurité financière si haut et si épais que rien ne pourrait jamais m'atteindre. Je n'étais pas heureux. Le bonheur semblait être un concept étranger, comme une couleur que je n'avais jamais vue. Mais j'étais en paix, j'étais stable. Mon monde était logique. Mon monde était basé sur le travail, les contrats et les résultats. Un monde que je contrôlais. J'ai cessé de penser à eux. Leurs souvenirs s'étaient estompés, comme une vieille tache sur un mur que l'on finit par repeindre. Ils étaient devenus des fantômes, des échos d'une autre vie qui n'avait plus rien à voir avec la mienne. J'avais réussi, non pas pour leur prouver quelque chose, mais pour me prouver à moi-même que j'existais en dehors d'eux. Ma valeur n'était pas héritée. Elle avait été forgée dans le froid, dans la graisse et dans le silence. Et puis, 10 ans presque jour pour jour après mon expulsion, le téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu, d'un indicatif régional que je connaissais trop bien. Je n'ai pas répondu. La vérité n'est pas sortie de leur bouche.
Elle n'est pas venue sous forme d'excuses ou de remords. Elle est sortie d'un rapport de police. 10 ans après mon expulsion, Anne, ma sœur adoptive, a été arrêtée. Le motif ? Une fausse accusation d'agression sexuelle contre son patron, un homme marié avec des enfants. Face à des preuves accablantes, des SMS, des vidéos de surveillance, son récit s'est effondré. Et sous la pression de l'interrogatoire, le barrage s'est rompu. Elle a tout avoué. Pas seulement le nouveau mensonge, mais l'ancien, l'original, le mensonge qui m'avait défini. Elle a avoué avoir inventé l'histoire de la grossesse, avoir menti sur moi pour couvrir sa propre relation. La nouvelle s'est répandue. Le numéro inconnu qui avait appelé était le premier d'un déluge. Le premier domino tombait. Le premier fantôme à ma porte fut ma mère. Elle n'a pas appelé. Elle est venue. Je vivais maintenant dans un quartier sécurisé. Je ne sais pas comment elle a convaincu le garde de la laisser entrer. Je l'ai vue sur ma caméra de sécurité, debout sur mon porche. Elle avait l'air si vieille, si fragile. La martyre fragile dans toute sa splendeur. Elle tenait un plat en Tupperware. Je savais, sans même avoir besoin de le sentir, que c'était ses lasagnes, son offrande de paix. La même nourriture qu'elle avait servie lors de mon exécution. Le symbole était si grossier, si inconscient, que c'en était presque comique. J'ai attendu un long moment avant d'ouvrir la porte. J'ai ouvert. L'odeur de la sauce tomate et de l'origan a envahi l'air frais du matin. L'odeur des samedis soirs d'avant. Elle a commencé à pleurer immédiatement. « Jackson, nous ne savions pas. Je te le jure. Nous avons fait une terrible erreur. » Sa voix était faible, suppliante. J'ai regardé le plat dans ses mains, puis ses yeux remplis de larmes. J'ai attendu qu'elle finisse de pleurer. Le silence s'est étiré. « Vous n'avez pas fait une erreur, mère, » ai-je dit. Ma voix était calme, sans inflexion. « Vous avez fait un choix. Vous m'avez regardé être frappé. Vous m'avez tourné le dos. Vous êtes 10 ans trop tard. » J'ai pris le plat de ses mains. Je l'ai posé sur le paillasson. Je n'ai pas faim. J'ai fermé lentement la porte, le son du pen s'enclenchant faisant écho au clic du verrou d'il y a 10 ans. Mon frère Jake, le complice vicieux, a essayé ensuite. Il n'est pas venu. Il s'est caché derrière des messages textes. « Mec, c'est complètement fou pour Anne. J'arrive pas à y croire. Maman est dévastée. Papa est vraiment malade. Tu devrais vraiment appeler. » Ils parlaient de leur douleur, de leur choc. Pas un mot sur le crachat à mes pieds. Pas un « je suis désolé ». Ils voulaient que je revienne et que je répare ce qu'ils avaient cassé. Ils voulaient que le bon fils revienne et absorbe leur culpabilité. J'ai lu le message, j'ai senti une bouffée d'air froid, l'indifférence. J'ai bloqué son numéro. J'ai filtré son adresse e-mail. Il a cessé d'exister. Puis, le juge. Mon père. Il n'a pas appelé, il n'a pas envoyé de message. Il s'est présenté. Pas chez moi, à mon entreprise. Il est entré dans le hall de Winter HVAC, un bâtiment que j'avais acheté avec mon propre argent, construit avec mes propres mains. Il a exigé de voir son fils. Ma réceptionniste m'a appelé, sa voix tendue. « Il y a un homme ici, Monsieur Smith. Il dit qu'il est votre père. » Je l'ai regardé à travers la vitre teintée de mon bureau. Il avait l'air diminué, gris. L'arrogance avait été remplacée par une sorte de désespoir pathétique. Il m'a vu. Il a levé une main tremblante. Je n'ai pas quitté mon fauteuil. J'ai décroché le téléphone de mon bureau. J'ai appelé mon chef de la sécurité, pas la réceptionniste. « Frank, » ai-je dit, ma voix calme, « il y a un intrus dans le hall. Il refuse de partir. Veuillez l'escorter hors de la propriété. » J'ai regardé mon père à travers la vitre. J'ai activé l'interphone du hall. Ma voix a rempli l'espace, métallique et impersonnel. « Vous êtes sur une propriété privée, monsieur. Je ne vous connais pas. Partez immédiatement ou vous serez expulsé. » Le regard sur son visage, cette confusion, cette honte écrasante quand la sécurité a posé les mains sur ses bras, c'était la seule justice que je recevrais jamais. Je l'ai regardé se faire traîner dehors, comme un déchet. Quelques jours plus tard, j'ai reçu une lettre d'un avocat. Elle ne venait pas de ma famille. Elle venait de l'autre victime d'Anne, son patron. Appelons-le David. Sa vie avait également été mise en pièces par le même mensonge. Il avait perdu son emploi, sa réputation, sa famille était menacée. L'arrestation d'Anne l'avait blanchi, mais le mal était fait. Il intentait une action civile contre elle pour diffamation et préjudice, et il étendait l'action à ma famille pour complicité et dissimulation de sa nature. Il me demandait si je voulais me joindre à lui. Je n'avais pas besoin de leur argent, mais j'avais besoin que le mensonge soit inscrit dans les archives publiques. J'ai appelé l'avocat et j'ai dit oui. La seule personne que j'ai activement cherchée, c'était elle, Anne. Je lui ai rendu visite en prison. J'avais besoin de la regarder dans les yeux. J'avais besoin de la seule réponse qui comptait. Elle était assise de l'autre côté de la vitre blindée, vêtue d'une combinaison orange vif.
L'image de la précieuse innocente avait disparu, remplacée par une femme dure et aigrie. Il n'y avait aucun remords dans ses yeux. « Pourquoi » ai-je demandé. Juste ce mot. Ma voix était plate, comme si je demandais la météo. Elle a eu un petit rire sec, un son comme du verre brisé. « Pourquoi toi ? Parce que tu étais facile, Jackson. Tu étais gentil. Tu étais le bon fils parfait. Tu étais en sécurité. Je savais qu'il ne te croirait jamais capable de te défendre. Je savais que ma mère me protégerait et que mon père chercherait une cible pour sa rage. Tu étais juste là. » Elle m'a regardé, attendant une réaction. De la rage, des larmes. Je ne lui ai rien donné. « Tu as ruiné ma vie, » ai-je constaté, comme un fait clinique. « Tu as ruiné la tienne » a-t-elle rétorqué. Puis elle m'a donné le dernier coup de poignard, un cadeau d'adieu vicieux. Tu sais ce qui est drôle ? Ma fille, celle dont tu as vu la photo. Ils lui mentent toujours. Même maintenant, après ma confession, ils lui disent que tu es le monstre, que tu es parti parce que tu étais méchant. Il protège son innocence en te gardant comme le méchant de l'histoire. Elle souriait. Le mensonge était toujours vivant. J'ai regardé cette créature brisée. J'ai posé le téléphone sur son socle. Je me suis levé et je suis parti sans un mot. L'action civile conjointe a été une formalité. La confession d'Anne, combinée à mon témoignage et à celui de David, était irréfutable. Nous avons gagné. Le jugement était substantiel, assez pour les paralyser financièrement. Mais l'argent n'a jamais été le but. Le but était la une du journal local. Pas un grand journal national, juste celui de leur petite ville. Un entrepreneur local exonéré après 10 ans. La sœur avoue un mensonge vicieux sur la grossesse. Exonéré. Un mot public, un mot propre. J'ai acheté un exemplaire du journal. Je ne l'ai pas encadré. Je l'ai plié et mis dans un tiroir de mon bureau. Un simple reçu pour une décennie de ma vie. Quelques mois après le procès, un dernier message vocal est arrivé. C'était mon père. Sa voix était méconnaissable. Un râle humide, faible. J'ai appris plus tard, par des rumeurs, qu'il avait un cancer du poumon en phase terminale. Il pleurait. Pas les larmes de rage vertueuse que je connaissais, mais les sanglots pitoyables d'un homme terrifié. « Jackson, s'il te plaît, je t'en supplie. Je suis en train de mourir. J'ai besoin de te voir. J'ai besoin que tu me pardonnes. S'il te plaît. Mon fils. Mon fils. » Le mot sonnait comme une obscénité venant de lui. J'ai écouté le message jusqu'au bout. Je n'ai ressenti ni pitié, ni colère, ni satisfaction. Rien. C'était le son d'un étranger. J'ai appuyé sur la touche 7. Message supprimé. Leur monde s'est effondré. J'ai reçu les mises à jour de l'avocat chargé de recouvrer le jugement. Ils ont dû vendre la maison. Ma maison d'enfance, la scène du crime. Mon père est mort seul, quelques semaines après le message vocal que j'avais supprimé. Ma mère vit dans un petit appartement HLM, s'occupant d'une petite fille à qui on a menti toute sa vie. Mon frère Jake a perdu son emploi à cause du scandale public. Anne est en prison pour encore plusieurs années. Ils sont brisés, ruinés et oubliés. Leur destruction n'a pas été ma victoire. Ma victoire, c'est que la nouvelle de leur chute n'a provoqué en moi qu'un haussement d'épaule mental. Aujourd'hui, j'ai 42 ans. Je suis Jackson Winter. J'ai vendu mon entreprise de CVC il y a 2 ans pour une somme qui m'assure de ne plus jamais avoir froid. Je n'ai pas pris ma retraite. J'enseigne maintenant dans une école technique. J'apprends aux jeunes à construire des choses réelles, tangibles. J'ai une femme. Elle connaît toute l'histoire. Elle ne m'a pas sauvé. Elle m'a simplement fait confiance. Non pas à cause du sang, mais à cause de mes actions. Nous avons une fille. Elle a 8 ans. Parfois, je lui apprends à utiliser des outils. Je regarde ses petites mains tenir un tournevis et je ressens une paix que je n'aurais jamais cru possible. J'ai perdu une famille, un nom et ma jeunesse, mais j'ai construit ma propre vie à partir des cendres. Je n'ai pas pardonné. Je n'ai pas oublié. J'ai simplement guéri, et c'est la seule vindicte qui compte.